Diaspora FM, le journal. Bonsoir à toutes et à tous, auditeurs de la 102.3 Diaspora FM. Mercredi 21 juillet 2021, 19h dans tous nos studios. C'est parti pour la grande édition de la soirée. Les titres. Le conseil électoral institué par la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 est installé. Saka Lafia remplace désormais Emmanuel Tiando. La rédaction de la 102.3 vous propose une analyse à propos de ce changement. La conférence administrative départementale du mois de juillet 2021 dans le Mono s'est tenue au musée Jonas Pedro Alokosa. Nous aurons bien dans cette édition Jonas Bouchi pour avoir plus de détails. Et puis en République démocratique du Congo, le parc national de la Salonga a été retiré de la liste du patrimoine mondial en péril. L'annonce a été faite lundi par le directeur de l'Observatoire satellitaire des forêts d'Afrique centrale. Ce sont là les titres de cette édition. Merci de rester avec nous pour la suite. Corneille Aïssé. Bonsoir chez vous. Le conseil électoral institué par la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 est installé. Saka Lafia remplace désormais Emmanuel Tiando. Un conseil électoral qui a d'importants défis. Quelles sont les attentes face à cette nouvelle équipe en charge de l'organisation des élections dans notre pays? Suivant l'analyse de Laurent Roland Tony Ikes. 6 élections organisées en 7 ans. 3 avant l'avènement de Patrice Talon au pouvoir et 3 après son avènement. Tel est le bilan de la Commission électorale nationale autonome dirigée par Emmanuel Tiando. Au terme d'un mandat de 7 ans, avec un bilan satisfaisant jusqu'en 2016, l'année 2019 aura jeté du discrédit sur cette Sénat avec l'avènement des fautes mineures. Même si on peut bien reprocher des choses à cette équipe, la palme d'or de l'anticipation, de la bonne préparation et de la bonne organisation peut leur être décernée. Emmanuel Tiando et son équipe s'en vont, laissant place au conseil électoral institué par la loi 2019-43 du 15 novembre 2019. Aux élections, je dois dire que quand on voit cet organe qui vient de naître, il y a quelques particularités. Vous voyez un organe de décision, le conseil électoral, et un organe exécutif qui va gérer de façon pratique suivant les orientations du conseil. C'est déjà une innovation dans le dispositif légal au Bénin. Saka Lafia et son équipe sont donc attendus sur plusieurs chantiers concernant la modernisation du processus électoral. Vous voyez, dans certains pays, lorsqu'on gagne les élections, quelques heures plus tard, on est à même de donner les résultats. Le Bénin peut également innover dans ce sens-là en informatisant son système électoral. C'est une attente très forte. Si le premier test de l'équipe Tiando à l'ère du nouveau départ était les élections législatives à polémique de 2019, le premier défi de l'équipe Saka Lafia sera les élections législatives de 2023. Et ici, le président du conseil électoral Saka Lafia ne semble pas prendre d'engagement ferme pour rassurer. Une nouvelle échéance pointe déjà à l'horizon. Il s'agit des élections législatives de 2023. J'espère bien qu'elles seront apaisées. Sinon, on aura recours aux mains de nos ancêtres. Et pourtant, les attentes des citoyens pour des élections apaisées sont claires. Une implication de tous les acteurs concernés par la question électorale, afin que cette structure, qui est une structure publique, puisse jouer son rôle du public et servir de façon impartiale tout le peuple béninois. L'autre défi important par rapport au renforcement de notre système démocratique, c'est de faire en sorte que les élections continuent d'être transparentes, crédibles. Il faudrait que nous donnons plus de crédit à ce conseil, car cela va inaugurer, disons, de nouveaux jours au plan des élections dans notre pays. Saka Lafia, le vétérinaire qui n'a pas fait gestion du personnel, pourra-t-il combler les attentes? J'ai une gestion hasardeuse du personnel. Bon, c'est possible, je ne me connais pas. Je n'ai pas fait gestion du personnel. Je suis un vétérinaire. Nous dira-t-il qu'il n'est pas spécialiste des questions électorales à la fin? Son équipe a de gros défis à relever, notamment les élections générales de 2026
et aucun argument ne saura les dédouaner. Ils ont l'obligation d'organiser des élections transparentes, inclusives et qui garantissent la paix. Je le jure. Patrice Talon ne fera pas le 3e mandat. Il a clairement notifié devant les jeunes au cours d'une conférence sur le respect des mandats. 2 acteurs politiques donnent leur appréciation sur cette déclaration du chef de l'État. Ils sont au micro de Laurent Roland, Tony Ikes. Je dirais tout simplement que Patrice Talon a honoré le Bénin par cette décision. C'est un président de la République qui est soucieux du développement de son pays et qui veut laisser en réalité une très bonne image pour le Bénin, dire devant la communauté internationale et des jeunes, bien sûr, qui sont venus pour faire la promotion du respect des mandats constitutionnels, qu'il fera 2 mandats conformément à la Constitution de la République du Bénin. Vraiment une très bonne décision. Moi, je dirais que le chef de l'État a encore démontré aux Béninois qu'il est un démocrate et un bon démocrate. En principe, ce sujet ne devait même pas faire objet de polémique, puisque la Constitution elle-même a prévu que c'est un mandat de 5 ans, renouvelable une fois, et qu'en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats de sa vie. Mais vu l'environnement ouest-africain ou continental où les questions de 3e mandat sont en vogue, je pense que cela a contribué à ce que quand un chef d'État dit de pareilles choses, ça retient l'attention de tout le monde. Sinon, en réalité, ça ne devait pas faire de débat. Mais je dois dire que c'est très bon que le chef de l'État puisse repréciser cela dans un cadre aussi formel pour que les inquiétudes soient levées et pour que ceux qui tenteraient aussi peut-être de convaincre le chef de l'État dans ce sens comprennent qu'il n'est pas prêt à faire le job du 3e mandat. Donc je dirais que c'est que notre démocratie qui y gagne. Le Bénin et le Royaume du Maroc renforcent leur coopération en matière de sécurité routière à travers la remise officielle de 1000 casques lundi 19 juillet 2021. L'événement a eu lieu par visioconférence au ministère des Affaires étrangères. De la coopération, à en croire le ministre béninois des Infrastructures et des Transports, cette remise vise à doter plusieurs couches sociales de cet outil de sécurité routière. Le pas que nous esquissons ce jour vise à doter les jeunes, les étudiants et les conducteurs de taxi-moto et plus largement les 2 roues motorisées de cet équipement de protection individuelle par excellence. Monsieur le ministre du Maroc et chers collègues, ce don que nous réceptionnons officiellement ce jour procède plus globalement des retombées de la convention de partenariat signée le 23 novembre 2015 au Maroc entre le Centre national de sécurité routière du Bénin et les institutions publiques clés de la chaîne marocaine de sécurité routière, à savoir le Comité national de prévention des accidents et la direction du transport routier et de la sécurité routière du Maroc. Cette convention initiale a été élargie pour tenir compte des autres branches du transport intimement liées à la sécurité routière. Au terme du mémorandum signé dans ce cadre à Marrakech le 25 mars 2019, le Bénin et le Royaume frère du Maroc entendent partager les stratégies et les plans d'action relatifs à la sécurité routière, aux bonnes pratiques en matière de contrôle du transport routier, de contrôle technique automobile et de l'enseignement de la conduite en vue du permis de conduire. Des formations sont également dans le domaine de l'inspection routière, de la signalisation et des données statistiques sur les accidents de la route. Pour le ministre marocain de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau du Royaume du Maroc, ce don est la résultante des bonnes relations qui existent entre le Bénin et le Maroc. Abdelkader Amara. On espère que cette cérémonie marquera le début d'une nouvelle étape de la coopération entre le Royaume du Maroc et la République du Bénin, et notamment pour mettre en œuvre les différents axes qui étaient prévus dans le cadre de la convention qui a été signée avec le Centre national de sécurité routière du Bénin le 25/11, et le Maroc, bien sûr, est prédisposé à continuer dans ce sens et à assister nos amis béninois. On espère, Inch'Allah, comme on dit, de voir d'autres projets se concrétiser sur le terrain
et nous sommes prêts à apporter toute notre contribution dans ce sens. Donc on donne. L'info se poursuit sur la 102.3. L'arrondissement de Toba, dans la commune d'Abomey-Calavi, a servi de cadre pour une séance d'information et de sensibilisation des producteurs maraîchers de la dite commune ce lundi 19 juillet 2021. Une séance présidée par la première adjointe au maire, Teresa Cora, et Méjus Defodji, Arnaud Moriagua pour le compte rendu. C'est une séance d'information et de sensibilisation initiée par la mairie d'Abomey-Calavi qui a réuni des producteurs maraîchers de la commune pour mieux appréhender le projet de développement de l'agrobusiness PEDAB. Thérèse Cora, première adjointe au maire de la commune, a reprécisé à l'entame l'ordre de la séance. D'abord, qu'est-ce que c'est le projet de développement agribusiness Bénin? Ensuite, qu'est-ce que le projet peut apporter à l'endroit des acteurs que vous êtes dans la commune d'Abomey-Calavi? Et enfin, comment faire pour bénéficier de leurs services? Le projet de développement de l'agrobusiness PEDAB est une initiative du gouvernement béninois financée par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le Fonds indien. Il tourne autour de plusieurs axes. C'est un projet qui comprend 4 axes. Il y a la structuration des jeunes, il y a l'accès au marché, il y a l'accès au financement et il y a l'accès au foncier. Représentant résident du PNUD au Bénin, Isidore Agbokou promet un accompagnement sans faille aux participants. Au moins pour un premier contact, écoutez avec mes propres oreilles les besoins que vous allez exprimer et en ce moment-là, nous allons rentrer dans notre laboratoire, excusez l'expression, pour étudier de comment la meilleure manière de vous apporter cet appui-là pour que ça puisse impacter votre vie, ça puisse changer radicalement et correctement, dans le sens positif, votre vie, en termes d'amélioration de vos conditions de travail, en termes d'amélioration des conditions de production, en termes d'accroissement de la production et en termes d'accroissement de la qualité de la production, en termes d'accès de ce que vous produisez au marché et également en termes de conservation et de transformation. Signalons que cette séance de sensibilisation a réuni 50 participants venus de tous les arrondissements de la commune d'Abomey-Calavi. Au thème de la séance d'échange sur le projet de développement de l'agrobusiness PEDAB, quelques participants ont apprécié le projet et donné leurs attentes. Avec tout ce qu'il nous a expliqué, tout ce que le projet tient à nous faire, ça nous motive vraiment à nous donner à fond pour pouvoir travailler désormais avec lui. Moi, je suis dans la transformation et j'aimerais vraiment que le projet nous assiste aux aménagements. Par exemple, nous réaliser des sites de transformation dignes, respectant les normes et qualités pour pouvoir nous permettre de mettre sur le marché nos produits. Également la certification pour que nos produits puissent traverser nos frontières. Je suis déjà bénéficié de ce projet. Je dis à mes amis que c'est un bon projet. Les attentes, qu'est-ce qu'on peut faire à nous les jeunes entrepreneurs aujourd'hui et qui va dépasser encore cela? Je vois que c'est déjà bon. C'est qu'il y a le financement, il y a la sécurisation des fonciers, il y a l'accompagnement, la certification des produits. Donc je vois que c'est déjà essentiel pour nous. Les nouvelles africaines et internationales. Pour la première fois depuis l'apparition du phénomène en 2011, des bandits lourdement armés ont abattu dimanche 18 juillet un avion de chasse de l'armée nigériane. L'incident a eu lieu au nord-ouest du Nigeria, nouveau foyer d'insécurité dans la région. Selon l'expert, l'arsenal serait acheminé par la même route que les migrants et les marchandises. Ils transiteraient à travers le Sahara, passant notamment par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est la première fois que des bandits s'en prennent à l'aviation nigériane et la première fois aussi que des autorités l'avouent.
C'est une bonne nouvelle pour la biodiversité en République démocratique du Congo. Le parc national de Salonga, le plus grand du pays, vient d'être retiré de la liste du patrimoine mondial en péril. C'était ce lundi. Avec ses 36 000 km², ce parc situé dans le centre du pays est considéré comme le poumon forestier de la RDC. La gestion de ce parc a été vraiment améliorée parce qu'il y a eu plusieurs ONG qui interviennent dans ce parc, entre autres le Fonds mondial pour la nature. Il y a aussi l'ICCN, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, avec l'aide notamment de certains bailleurs de fonds, a expliqué Landine Mané, le directeur de l'Observatoire satellitaire des forêts d'Afrique centrale. Le ministre de la Santé tunisien Fawzi Mehdi a été limogé par le Premier ministre Hicham Mechichi ce mardi, soit 20 juillet, en plein pic de contamination au coronavirus. Cette décision a été annoncée dans un communiqué lapidaire de la présidence du gouvernement sans plus d'explications. Et puis en France, des opérations de vaccination pour les 12-17 ans seront déployées à partir de la rentrée annoncée mercredi le Premier ministre Jean Castex sur TF1 à l'issue d'un conseil de défense consacré à la crise sanitaire. Il a toutefois précisé qu'il n'y aura pas de passe sanitaire dans les établissements scolaires. Par ailleurs, le Premier ministre a indiqué que la loi prévoyant l'extension du passe sanitaire et la vaccination obligatoire des personnels soignants, notamment, pourrait être promulguée début août. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition mise en nom d'Emmanuel Agbodjelou, Gérard Ronsa, chef d'édition d'Oka Sarangan, Corneille Aïssa au micro. Bonsoir chez vous et à demain.